Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents en si grand nombre. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai décidé de faire une thèse en anthropologie sur les bébés. L'anthropologie, c'est une discipline un petit peu particulière au sein des sciences humaines. Elle s'est fondée à la fin du XIXe siècle sur l'idée que pour comprendre quelque chose à l'être humain, il fallait aller étudier les cultures lointaines, les sociétés exotiques, celles qui n'avaient, pensait-on, pas été affectées par la modernité industrielle, et ceux qu'on appelait à l'époque les primitifs ou les sauvages. Alors bien sûr, cette idée, elle a beaucoup évolué au XXe siècle, notamment lorsqu'on s'est rendu compte que ces prétendus sauvages ne l'étaient en fait pas du tout, qu'ils avaient des sociétés, des cultures tout aussi complexes que les nôtres. Et aujourd'hui, les anthropologues étudient différents types de sociétés, y compris des sociétés modernes. Ils ont toutefois conservé certaines questions de prédilection, comme l'étude des religions et des rituels, par exemple, ou l'étude de l'organisation familiale, ce qu'on appelle les systèmes de parenté. Et ils ont également conservé une méthode particulière. Cette méthode, c'est celle de l'enquête de terrain. Elle se fonde sur l'idée qu'on peut faire de la science sans nécessairement faire des expérimentations en laboratoire, sans nécessairement manier des statistiques, mais en choisissant plutôt d'aller vivre parmi des gens qui ne nous sont, pour une raison ou pour une autre, pas familiers, et en essayant de partager leur expérience, puis d'analyser et de rapporter cette expérience, qui est nécessairement intersubjective. Eh bien moi, c'est exactement ce que j'ai voulu faire à la crèche. Alors, il y a un petit problème de télécommande, visiblement. Pourquoi la crèche ? Eh bien, je m'intéressais justement à la subjectivité humaine. Je m'intéressais aux dimensions affectives de la vie sociale, à la psychologie des gens, si vous voulez. Et je voulais savoir comment cette subjectivité, elle se construisait dans l'enfance des individus. Comment les enfants apprennent-ils les règles de la vie en société ? Comment ils apprennent des systèmes symboliques comme le langage ? Comment ils apprennent à ressentir certaines émotions et à les exprimer d'une certaine manière ? Et en même temps, j'avais une formation en psychanalyse, une formation personnelle qui m'a poussé à remonter toujours plus loin dans l'enfance jusqu'à m'intéresser aux bébés. Et donc j'ai cherché un endroit où je pourrais côtoyer les bébés au quotidien, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de m'intégrer dans une crèche dans le sud de la France. Et j'y suis resté 1 an en travaillant un petit peu comme les professionnels. C'est-à-dire que, comme vous, eh bien, je me suis occupé des bébés, je les ai consolés quand ils pleuraient, je suis intervenu pour éviter les conflits, etc. Et il faut bien voir que pour moi, au départ, la crèche, c'était un milieu assez exotique. Je connaissais à peu près rien aux bébés, j'ai pas d'enfants, et donc j'ai dû, petit à petit, apprendre les gestes, les façons de penser des professionnels, et m'intégrer à l'équipe. Et donc, à la fin, j'ai même été référent de certains enfants, quand ils arrivaient, je faisais leur adaptation. Eh bien, vous savez, les anthropologues, ils ont aussi un petit peu la bougeotte. Parfois, ils aiment bien voyager. Et donc, moi, j'ai voulu aller voir si c'était la même chose ailleurs. Est-ce qu'il pouvait y avoir des différences dans la manière dont on élevait les enfants ? Et est-ce que ces différences, elles pouvaient créer des différences elles-mêmes dans la manière dont ces enfants se construisaient en tant que sujets sociaux ? Et comme je parlais arabe, eh bien, je suis parti en Tunisie, avec dans l'idée de comparer ce que je verrais là-bas avec mes observations en France. Et donc, en Tunisie, visiblement, ça ne marche pas très bien. Ouais. Par là-bas ? Super, merci. Donc, en Tunisie, j'ai essayé de chercher un endroit où je pourrais faire comme en France, des observations comme ça. Et vous savez, dans la plupart des pays du monde arabe, eh bien, ce sont plutôt les mères qui gardent les enfants jusqu'à 4-5 ans à la maison. Il y a aussi quelques nourrices, ce que vous appelez, je crois, des mamans de jour ou des assistantes maternelles en France. Et ces nourrices, eh bien, le problème, c'est que je ne pouvais pas vraiment rester chez elles parce que c'est difficilement accepté qu'une femme accueille un homme en l'absence de son mari. Et donc, je me suis dirigé vers d'autres institutions. Je me suis dirigé vers d'autres institutions qu'on appelle les jardins d'enfants. Ces jardins d'enfants, c'est un petit peu l'équivalent des écoles enfantines en Suisse, ou même des écoles maternelles en France. Donc ils accueillent des enfants de 3 à 6 ans dans une visée éducative. Mais certains d'entre eux accueillent également des bébés, donc dès 3 mois jusqu'à 3 ans, et dans des sections séparées. Et donc j'en ai trouvé un qui soit à peu près représentatif, et j'ai essayé de m'intégrer là-bas. Mais très rapidement, j'ai éprouvé un certain malaise, voire même un désarroi. Alors que les professionnels de la crèche française faisaient en sorte de laisser le plus de liberté possible aux enfants, d'assurer un accueil non violent,
de s'assurer de leur bien-être psychique. Eh bien, en Tunisie, le jardin d'enfants imposait un cadre extrêmement restrictif, extrêmement dur aux enfants, voire même une sorte de discipline. Et pour vous le montrer, je vous donnerai 2 exemples. Le premier, c'est dans cette section des tout-petits. Eh bien, dès les premiers jours, je vois un petit garçon qui pleure. Alors moi, comme je veux montrer un petit peu aux professionnels que j'ai de l'expérience, que je sais y faire, eh bien, je prends ce garçon dans les bras, et puis je me promène un peu dans la crèche, et là, miracle, il s'arrête de pleurer. Et je vois que les professionnelles, elles n'ont pas l'air très contentes. Elles ont le visage un peu fermé. Et au bout d'un moment, quand je recommence à faire ça, eh bien, je m'aperçois qu'elles me disent « Mais celui-là, pose-le, il faut qu'il s'habitue. » Et puis donc, je les observe faire avec lui. Et en fait, au lieu de le consoler, donc elles lui disent « Maman va venir, ça va aller, etc. » Mais très rapidement, elles le renvoient à ses jeux. Elles lui disent, en tunisien « Yezimedlel, bara el arab. » Donc, ça suffit, les comédies, va jouer. Et je m'aperçois qu'il y a une sorte de règle, comme ça, un accord tacite, qui fait qu'on ne prend pas les bébés dans les bras pour les consoler. Deuxième exemple, dans la section supérieure. Eh bien là, c'est très différent. C'est une véritable salle de classe, et il règne une discipline assez stricte. Les enfants sont assis à table durant la majeure partie de la journée, et ils ne peuvent ni jouer, ni parler entre eux, ni crier, ni courir, évidemment. Ils n'ont pas de récréation. Et donc, ils sont censés rester là toute la journée. Et puis, à part quelques activités pédagogiques qui sont organisées, comme des leçons de français ou d'arabe, eh bien, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Et moi aussi, d'ailleurs, quand je les observe, je n'ai rien à observer, donc je m'ennuie. Et puis, dès que ces enfants, vous savez, quand les enfants s'ennuient, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils agitent la jambe, et puis après, ils commencent à parler aux voisins, ils commencent à tripatouiller des choses sur la table, etc. Et dès qu'ils font ça, les professionnels, rapidement, elles s'énervent, et puis elles leur crient dessus, ou parfois elles les punissent, elles les envoient au coin, etc. Et dans tous les moments de transition, les repas, la sieste, etc., règne exactement la même discipline. Dès que les enfants ne font pas ce qu'on attend d'eux, les ordres se mettent à pleuvoir, on leur dit « mange, tais-toi, dépêche-toi », etc. Alors, comme vous l'imaginez, cette enquête n'a pas été très agréable. Et donc, pour essayer de continuer à y aller tous les jours pendant 1 an, j'ai été obligé de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi ces formes de violence, de maltraitance? Pourquoi ces différences entre la crèche française et le jardin d'enfants tunisien? Est-ce que ça correspondrait à des conceptions de l'enfant en Tunisie, une forme culturelle de s'occuper des enfants? Ou est-ce qu'il y avait d'autres facteurs en jeu? Et ce sont autant de questions qui permettent, je crois, de remettre en perspective l'idée de la qualité de l'accueil. Comme vous le savez peut-être, en juillet 2025, un nouveau référentiel a été publié en France. Et si on regarde un peu ce qu'il y a écrit, on s'aperçoit que les professionnelles françaises, elles faisaient à peu près tout ce qui était prescrit par le référentiel. Et puis, évidemment, le jardin d'enfants tunisien, là, il contredisait à peu près toutes les indications données. Mais on peut se demander, est-ce que ce genre de référentiel peut être valable partout? Est-ce qu'il peut être applicable en Tunisie tel quel? De même, si on veut aller plus loin, on peut aussi se demander à quoi ça sert, au fond, un référentiel de qualité. C'est les questions auxquelles je voudrais essayer de répondre avec vous aujourd'hui. Et pour y répondre sérieusement, eh bien, je crois qu'il faut essayer de dépasser les évidences et se demander, au fond, qu'est-ce que c'est qu'une crèche? Non pas du point de vue administratif, mais vraiment du point de vue anthropologique. Pourquoi certaines sociétés ont-elles inventé une institution qu'on appelle la crèche? La première observation qu'on peut faire, c'est que la crèche, comme les autres formes d'accueil collectif et institutionnel du jeune enfant, c'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de l'humanité. L'anthropologie, elle a beaucoup insisté sur la diversité des formes de famille et de la manière dont on s'occupe des bébés. Et on trouve par exemple beaucoup de cas dans le monde d'adoption ou de ce qu'on appelle le gardiennage. Ce sont des enfants qui peuvent être confiés à d'autres gens que ses parents durant une partie de sa vie ou alors durant toute sa vie. Et on a calculé que dans certaines sociétés, c'était vraiment la forme dominante d'élevage des enfants. Jusqu'à 70%, notamment en Océanie, des enfants sont ainsi confiés à d'autres que leurs parents. De plus, même quand les enfants sont élevés par leurs parents, ce ne sont pas nécessairement les seuls à s'occuper de lui. Dans la plupart des sociétés du monde, bien sûr, ce sont les mères qui s'occupent des bébés dans leurs premières années de vie. Mais il faut bien voir que ces mères ne sont en général jamais seules.
Elles sont presque toujours suppléées, aidées, conseillées par d'autres personnes. Et je vais prendre l'exemple des pygmées effets. Ce sont des gens qui vivent dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ce sont des bandes de chasseurs-cueilleurs, et donc qui sont semi-nomades, qui se déplacent dans la forêt équatoriale pour trouver de la nourriture. Et dans ces bandes, eh bien, toutes les femmes présentes à un moment donné, elles s'occupent des bébés en commun. Elles les allaitent à plusieurs, elles les prennent indifféremment de savoir si c'est le leur ou non quand ils pleurent pour les consoler, etc. Et donc on a calculé qu'un bébé il changeait de bras plusieurs fois par heure et qu'il y avait toujours au moins une douzaine de personnes autour de lui. Si maintenant on se déplace un petit peu vers l'ouest, et qu'on va au Cameroun, là ce sont traditionnellement des sociétés d'horticulteurs, donc qui sont sédentaires et cultivent des jardins. Et bien là-bas, pour aider les mères, il y a souvent des adolescents, soit des frères et sœurs, soit des cousins, des cousines, soit des gens du voisinage, qui vont venir donc suppléer les mères et prendre soin des enfants. Et si on va encore un peu plus vers l'ouest, chez les Kotokoli du Togo, eh bien là, ce sont plutôt les anciens, les grands-parents, qui vont aider systématiquement les mères. Dès lors, on voit qu'il y a une constellation d'organisations familiales très différentes, mais qu'à chaque fois, le bébé est confié non seulement à sa mère, mais aussi à d'autres personnes. Et dans ce cas-là, on constate que l'organisation familiale occidentale moderne, elle est assez rare. Cette organisation en famille dite nucléaire, avec le papa, la maman, les enfants, dans une famille, dans une maison séparée, et où, depuis le XVIIIe siècle et jusqu'au milieu, voire la fin du XXe siècle, l'idéologie dominante fait que la mère est désignée comme la seule responsable des soins au bébé. Et précisément, la crèche, elle découle de cette organisation familiale. C'est bien parce que les mères sont les seules à s'occuper des bébés que lorsqu'elles commencent à travailler, on a besoin d'une institution particulière. Et donc, cette idée de garder collectivement une dizaine, une vingtaine, voire plus d'enfants du même âge, dans un lieu fermé, séparés de leurs parents durant la majeure partie de la journée, avec des professionnels qui ne partagent avec eux aucun lien de parenté, ça c'est vraiment, on peut dire, le propre de la modernité. Et de là, on peut faire une seconde observation. C'est que la crèche, elle est héritière d'une histoire assez contradictoire, et qu'elle remplit des fonctions ambiguës au sein de la société. Et je vais essayer de prendre 3 faits qui sont communément admis, et puis de les interroger, de les questionner. Au départ, l'histoire nous dit que la crèche, elle a été fondée pour essayer de sauvegarder les bébés. Et vous le savez, en Europe, au XIXe siècle, il y a une mortalité infantile absolument énorme. Un enfant sur 5 n'atteint pas l'âge d'1 an, et un enfant sur 3 meurt... un enfant sur 5 n'atteint pas l'âge d'1 an, et un enfant sur 3 meurt avant d'atteindre l'âge adulte. Et dans les grandes villes en particulier, la disparition des structures familiales traditionnelles qui permettaient justement à la mère d'être entourée, elle a entraîné une sorte de rejet de l'enfant en dehors de la société. Souvent, les enfants sont, en France en particulier, envoyés en nourrice à la campagne, dans des conditions d'hygiène déplorables. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés comme ça dans des asiles, où ils meurent par milliers. Et puis les femmes qui travaillent dans les ateliers, dans les usines, elles doivent soit les prendre avec elles sur le lieu de travail, ce qui est extrêmement dangereux, soit les laisser dans des garderies insalubres. Et donc il faut bien voir que si les crèches deviennent nécessaires, c'est bien parce que les bébés naissent dans un monde qui leur est de plus en plus hostile. Et bien évidemment, ces traitements sont difficilement tolérables pour les esprits éclairés, héritiers des Lumières, à mesure que croît ce que l'historien Philippe Ariès a appelé le sentiment de l'enfance, c'est-à-dire le sentiment d'une particularité enfantine, le sentiment que les enfants sont des êtres particuliers dont il faut prendre un soin particulier, justement. Et ça va entraîner des réactions philanthropiques. Vous savez, des gens fortunés qui vont utiliser leur argent pour faire de bonnes actions, comme Bill Gates ou Britney Spears. Et donc, ils vont créer des salles d'asile, des écoles enfantines. Et puis, à partir des années 1840, ils vont créer aussi des crèches. Et ces crèches, progressivement, elles sont reprises en main par les pouvoirs publics, par l'État, dans les années 1870, et plus encore en 1945, dans un objectif populationniste. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer d'endiguer la mortalité infantile pour augmenter la population. Parce qu'évidemment, la population, c'est un gage de puissance, de force économique, de puissance militaire, etc. Et donc, quand on retrace cette histoire, on voit que, finalement, on va mettre à la crèche des enfants qui n'ont plus vraiment leur place dans la société, dont on ne sait pas vraiment quoi faire, mais qu'on veut absolument préserver. Et de là, il y a une deuxième idée qu'on peut déconstruire. C'est que la crèche, au départ, elle est faite pour permettre aux femmes de travailler, n'est-ce pas ? Mais de nouveau, on s'aperçoit que, dès le départ, elles sont aussi conçues comme des instances de contrôle social.
C'est-à-dire qu'historiquement, l'utopie des créateurs des crèches, c'est d'essayer de contrôler la population pauvre, en particulier parce que les philanthropes ce sont des capitalistes, ce sont des directeurs d'usines. Et donc, pour eux, la priorité, c'est de s'assurer du renouvellement de la main-d'œuvre. Et là, ils vont faire quelque chose de génial. En fait, en créant ce service quasiment gratuit pour les parents, ils vont faire d'une pierre deux coups. Non seulement ils réduisent la mortalité des enfants qui vont devenir de futurs ouvriers, et en plus, ils se dotent d'un moyen de pression sur les familles. Et donc, la crèche est très rapidement utilisée comme un moyen, un outil pour éduquer les mères. On les éduque à la religion, à la bonne conduite. Et ça, on pense que ça va permettre de mettre au pas toutes les familles, que les femmes, elles vont avoir... Et donc on pense que, voilà, justement, les femmes, elles vont empêcher que ce soit le bazar comme en France. Elles vont un peu tenir, surtout leur mari. Elles vont éviter les grèves, etc. Et si vous trouvez que j'exagère un peu en disant que la crèche, c'est une institution de contrôle social, eh bien, il faut vous rappeler qu'elles apparaissent à un moment où, en Europe, fleurissent d'autres institutions, qui sont celles que Michel Foucault a appelées des institutions disciplinaires. Ce sont les prisons, les asiles, les écoles, les ateliers, les usines, qui sont toutes destinées à essayer de créer des sujets qui soient conformes aux normes que la société capitaliste tente alors d'imposer. Et d'une certaine manière, eh bien, les crèches apparaissent comme l'une de cette institution, à la différence qu'elles sont destinées plutôt à éduquer les enfants que leurs parents. Plutôt les parents au départ que leurs enfants. Pardon. Mais justement, aujourd'hui, il y a cette dimension éducative des crèches, dont on nous parle beaucoup. Et donc, on nous dit que la crèche permettrait de favoriser l'éveil et la socialisation des bébés. Et c'est certainement vrai. Mais on peut s'interroger pour savoir quelle est l'idéologie sous-jacente derrière. Est-ce que finalement la crèche, ce ne serait pas aussi une manière de préparer les enfants aux normes privilégiées par la société, et notamment à la compétition scolaire, à la performance? Est-ce que ce ne serait pas aussi une manière de repérer les familles ou les individus qui seraient défiants, qui ne correspondraient pas aux normes? Et ça, c'était assez visible, je crois, sur le terrain, de deux manières différentes. En France, la crèche où j'ai enquêté était une crèche à vocation sociale. Elle accueillait beaucoup d'enfants dont on considérait qu'il pouvait y avoir des anomalies dans le développement, des retards, etc. Et dont le comportement posait problème. Et ces enfants, ils étaient souvent redirigés vers des institutions spécialisées, comme des centres médico-psychopédagogiques. Et donc, qu'on le veuille ou non, les professionnels se mettaient en état de faire des diagnostics, de repérer les enfants qui, selon elles, ne correspondaient pas à ces normes de développement. De la même manière, cette mission de soutien à la parentalité, voire même cette mission de détection de la maltraitance, eh bien, elle nous engage parfois à suivre un petit peu les méthodes éducatives des parents et à les questionner. Et donc, souvent, à notre insu, la crèche devient cet outil, comme l'école, de régulation sociale. En Tunisie, il y avait un deuxième aspect de cette ambiance, de cette atmosphère actuelle dans laquelle baignent les crèches. C'était l'idée d'éducation précoce. Il y avait très rapidement cette pression à former des petits élèves, notamment pour les mettre dans de bonnes écoles privées, parce qu'en Tunisie, l'enseignement public est assez défaillant. Et alors c'est assez loin de ce qu'on observe en France, mais cette espèce de discipline dont je vous ai parlé, où on essayait d'apprendre aux enfants dès 2 ans à rester assis en classe, à ne pas parler, etc. Eh bien ça, il faut voir que c'était vraiment une demande de la part des parents. C'était un argument de vente. Et je crois que cette demande, d'une certaine manière, on peut la retrouver un petit peu en Europe. Les parents sont très souvent anxieux du fait que leur enfant, est-ce qu'il est prêt pour aller à l'école, est-ce qu'il est déjà propre, etc. En tout cas, on entend beaucoup parler de ça dans les crèches en France. Et on peut relier ça aussi à une idéologie un peu plus vaste, qui consiste à nous dire que les enfants seraient extrêmement compétents, ce seraient des petits génies, et que la crèche, justement, elle permettrait de développer ce potentiel cognitif. Et ça, je crois que c'est une idéologie, un fantasme un petit peu, qui est extrêmement ancré dans nos sociétés et qui est très fort. Je crois qu'il faut tenter de le questionner. Et donc, toute la réflexion sur la qualité, elle doit prendre en compte ce genre de facteurs. Je reviendrai sur ces facteurs, mais je voudrais d'abord reprendre cette question que j'avais laissée tout à l'heure, des différences entre la crèche française et le jardin d'enfants tunisien, et de cette violence, un petit peu de ces maltraitances qui m'avaient heurté en Tunisie. On pourrait justement croire, en voyant ce que je vous ai dit,
que le jardin d'enfants tunisien, il ne faisait que traduire cette fonction dans la société qu'il avait, c'est-à-dire de fabriquer des petits élèves obéissants. Mais comment comprendre dès lors qu'on refuse, par exemple, de prendre les enfants dans les bras pour les consoler? Eh bien, c'est là que la question culturelle, elle entre en compte. Et cette question culturelle, elle paraît particulièrement pertinente, notamment lorsqu'on observe les propos des accueillantes. Et moi, en parlant avec elles, eh bien, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des choses qui semblaient véhiculer des conceptions de l'enfant assez différentes de celles qu'on a en France. Vous vous souvenez, le petit garçon qui pleurait quand je suis arrivé le premier jour? Eh bien, ce garçon, il s'appelait Saber et il avait 13 mois, c'était le plus jeune de la section. Et en fait, il a continué à pleurer longtemps parce qu'il venait juste d'arriver à la crèche quand moi je suis arrivé. Et de ce garçon, les professionnels disaient souvent « raso kaseh », c'est-à-dire il a la tête dure, il est têtu. Elle disait « il est difficile, il fait des caprices ». Et donc vouloir être porté au bras, ça semblait être un caprice. De la même manière, dans la section supérieure, il y avait un garçon qui était très attachant, qui s'appelait Abdallah, qui avait 2 ans et demi. Et ce garçon, il aimait beaucoup jouer, parler, se lever, tout ce qui était interdit en fait. Et donc, un jour, il y a une maîtresse qui m'a dit à son sujet « Celui-là, tu vois, c'est le plus difficile. Il veut imposer sa personnalité. Mais c'est pas comme ça. Tu dois lui imposer ta personnalité, et pas que lui s'habitue à toi. Les autres enfants, ils le savent déjà. » Et quand on entend ce genre de propos, bien on peut se dire peut-être que dans la culture tunisienne, les enfants de 2 ou 3 ans seraient considérés comme des enfants qui devraient déjà être obéissants et qui n'auraient pas besoin de jouer ou de s'opposer aux adultes. Mais vous savez quoi? Cette explication culturelle, je crois que ça n'en est pas une du tout. En fait, c'est pas une explication parce que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, moi, c'est que j'ai commencé à lire des rapports, des livres sur ce qui se passait dans les crèches européennes il y a quelques décennies. Et en fait, on s'aperçoit que c'est exactement la même chose. Les mêmes pratiques, les mêmes façons de parler. Ça, c'est un livre, par exemple, qui est paru dans les années 70. Et donc, je crois que ce que je voyais en Tunisie, c'était plutôt induit par l'institution, par le jardin d'enfants lui-même. Et que finalement, la question de la qualité, plus qu'une question de culture, elle provient de l'institution elle-même. Et pour cela, je vais essayer de vous le montrer avec 2 facteurs qui me paraissent pour le coup universels et qui peuvent contribuer à expliquer les maltraitances. Le premier, c'est celui que j'ai appelé l'économie de l'attention. Vous savez que l'attention, c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour les enfants. Dans l'accueil collectif des jeunes enfants, des recherches comme celle de René Spitz, dans les années 1940, sur les orphelinats, les pouponnières, elles ont pu montrer que les enfants avaient besoin de soins d'ordre affectif et d'une attention soutenue pour survivre. Sans quoi, des angoisses potentiellement mortifères pouvaient freiner leur développement, voire même les faire mourir. Et ça, c'est ce qu'il a appelé le syndrome d'hospitalisme. Et à cet égard, je crois que tous les enfants du monde ressentent cette angoisse et ont besoin de ce genre de soins d'ordre affectif. Donc c'est universel. L'économie de l'attention, maintenant, ça désigne cette configuration propre à la crèche dans laquelle l'attention que vont offrir les adultes, elle n'est jamais à la hauteur des besoins parce qu'on est toujours en infériorité numérique par rapport aux enfants. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur cette image-là, avec un adulte par enfant à peu près, ça c'est le paradis, ça n'existe jamais. En réalité, ça ressemble plutôt à ça. Un adulte avec beaucoup d'enfants. Et dans ces cas-là, on est obligé toujours de choisir à qui accorder son attention en priorité. Lorsqu'un enfant vient d'être accueilli et qui fait son adaptation, par exemple, bien vous savez qu'il est nécessaire de créer cette relation de confiance avec lui, ce qui va prendre beaucoup de temps, ce qui peut vous monopoliser pendant un certain temps. De même, lorsqu'un enfant refuse d'obéir, si on ne veut pas le forcer, bien, il est souvent nécessaire de lui accorder une attention particulière pendant un moment pour le convaincre d'obtempérer. Vous savez, c'est le fameux cas de Georges. Vous connaissez Georges? Non? Si je suis sûr que vous le connaissez. Georges, c'est ce petit garçon qui aime beaucoup monter sur des meubles trop hauts pour lui. Mais si vous ne voulez pas le prendre et devoir le déposer par terre, vous êtes obligé de lui demander « Est-ce que tu veux bien descendre, s'il te plaît? C'est dangereux, tu pourrais te faire mal, mais tu peux aller jouer sur les coussins là-bas. » Vous voyez? Ça prend du temps. De la même manière, ceux qui ont déjà été avec un groupe d'enfants comme ça savent que l'attention soutenante qu'on peut fournir à tous ces enfants, elle est nécessaire pour les contenir, pour qu'ils se sentent sécurisés et pour qu'ils restent concentrés sur l'activité et qu'elle ne dégénère pas en une sorte de chaos où il y en a un qui se met à tourner autour de la table, un autre qui prend tous les objets de l'autre, etc. Or, pour ça, eh bien, les conditions de travail, elles sont absolument déterminantes. Elles déterminent à la fois la quantité et aussi, surtout, la qualité de l'attention que chaque enfant va pouvoir recevoir. Et c'est pour ça que dans la plupart des pays, on a fixé ces fameux seuils, ces taux d'encadrement en termes de nombre d'enfants par adulte. Dans la plupart des pays d'Europe, et en Tunisie aussi, vous le savez, c'est un adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas,
Et un adulte pour... Alors nous, c'est 8. Mais bon, 7 ou 8 enfants qui marchent. Et il y a une différence de taille dans les deux institutions où moi j'ai enquêté. C'est qu'en Tunisie, les professionnels étaient... En France, pardon, les professionnels étaient 4 ou 5 au moins à se relayer au cours de la semaine. Tandis qu'en Tunisie, elles étaient 2 par section. Avec parfois 1,5 parce qu'il y en avait une qui allait d'une section à l'autre. Et elles travaillaient du lundi au samedi et du matin au soir. Et dans ces conditions, vous comprenez bien qu'il est impossible de prendre des pauses, d'organiser un relais, il est impossible d'aller aux toilettes. Et quand vous allez changer les couches d'un enfant dans une autre salle, eh bien, l'autre se retrouve avec non plus 8 ou 7, mais 15-16 enfants. Et ça entraîne un épuisement permanent, que j'ai moi-même ressenti quand j'ai travaillé avec lui. Et je crois que ça explique un certain nombre de pratiques, même si ça n'explique pas toutes. Ça explique la violence de certaines réactions. Parfois, les professionnels, elles forçaient les enfants à manger pour aller plus vite. Ça explique en partie cet ordre disciplinaire. Et ça explique aussi, d'une certaine manière, le fait qu'elles refusaient de prendre les enfants dans les bras pour les consoler. Parce que quand on fait ça, vous imaginez bien qu'on ne peut pas aller en même temps intervenir auprès d'autres enfants, etc. Et que les professionnels avaient peur de devenir l'esclave de cet enfant qu'elles porteraient. Elles avaient peur qu'il s'en habitue. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que même si ça peut nous paraître un peu exotique, nous avons des pratiques assez différentes en Europe, eh bien, ce genre de dynamique, elle n'était pas du tout absente de ce que moi j'ai observé en France. C'est-à-dire que dans les moments où les professionnels étaient fatigués, dans les moments où les enfants étaient plus nombreux qu'à l'ordinaire, eh bien, les pratiques, insensiblement, elles devenaient un petit peu plus expéditives. Les attitudes devenaient un peu plus répressives. On ne va pas reprendre chaque enfant qui rentre dans le dortoir avec sa moto pour lui expliquer que c'est interdit. On va fermer la porte du dortoir. La poupée que tout le monde veut et qui crée des conflits. Eh bien, de temps en temps, quand on est débordé, on ne va pas arbitrer toujours les conflits, on va la confisquer, etc. De la même manière, l'attention qu'ont vont recevoir les enfants, elle est beaucoup moins individuelle. On ne va pas prendre le temps de lire une histoire avec un tel ou d'encourager un autre à terminer son puzzle. On va plutôt surveiller le tout pour éviter les débordements. Et c'est ça, je crois, l'économie de l'attention. Mais vous savez, elle n'explique pas tout. Il y a un autre facteur qui me semble absolument déterminant et qui est encore plus important, et c'est la dimension contre-transférentielle du travail auprès des enfants. Alors le contre-transfert, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme ? Ça désigne dans la cure psychanalytique les affects qui sont éprouvés par le thérapeute du fait de la confrontation avec son patient. Par exemple, le thérapeute il peut être blessé par une phrase que le patient a dite, inconsciemment, mais il va continuer à ruminer ça toute la journée. Et c'est un concept qui peut être transposé, je crois, à toutes les institutions de soins, et en particulier à la crèche. Ça a été montré notamment par la psychothérapie institutionnelle et par Denis Mélier, le psychologue, qui a écrit un livre, je crois, qui est très important. Je vais vous donner un exemple. On va reprendre ce garçon qui pleure tout le temps. Eh bien, quand vous essayez de le consoler, évidemment, ça vous force à vous confronter à un certain nombre de sentiments qui, chez vous, sont enfouis. On peut dire que, d'une certaine manière, vous vous identifiez à ce bébé qui est en détresse, qui a peur, qui est triste. Et vous essayez de comprendre pourquoi. Or, si justement, avec le temps, on n'arrive pas à consoler cet enfant, eh bien, on peut avoir, ça peut évidemment réveiller ce sentiment inconscient chez nous qu'on est un mauvais professionnel, voire qu'on est un piètre parent, puisqu'on n'arrive même pas à consoler ce pauvre bébé qui pleure. Et pour se défendre de ces affects qui sont assez désagréables, eh bien, on peut avoir tendance à les rejeter violemment sur l'enfant, à considérer qu'il fait des comédies, qu'il exagère. Et vous voyez que c'était exactement ce que faisaient les professionnels en Tunisie. Et de nouveau, je crois que c'est absolument naturel. C'est lié à ce qu'on reçoit de la part des enfants et ce qu'on doit essayer de traiter, de comprendre. Et la capacité, finalement, à ne pas réagir comme cela, elle dépend de la capacité à comprendre nos propres sentiments face aux enfants. Ce qui elle-même, cette capacité, elle va dépendre de notre personnalité, évidemment, mais aussi, je crois, de notre formation et du suivi dont on peut bénéficier. Je vais vous donner un autre exemple qui peut, je crois, être encore plus éloquent. C'est que quand on s'occupe de bébés, on est exposé à une quantité non négligeable d'agressivité, voire même d'ambivalence. Ça s'exprime dans la violence entre enfants, mais ça s'exprime aussi dans le fameux refus d'obéir, dans l'opposition aux règles, voire même parfois dans des attitudes de défi. C'est-à-dire que Georges, il ne se contente pas de monter sur ce meuble, en plus il vous nargue. Ah, j'ai pas le droit de monter, tu vas voir. Et je crois que cette agressivité, elle est universelle. Il y a des psychanalystes, après Freud, comme Mélanie Klein, Donald Winnicott, qui ont insisté sur ce point-là.
C'est un paramètre fondamental du développement. Le refus d'obéir en particulier, ça peut être compris comme une régression temporaire de ces enfants à un stade de toute puissance. L'enfant pense que les lois de la physique ne s'appliquent pas à lui. Un Georges, il monte sur ce meuble, il ne peut pas tomber et se faire mal. Il pense que tout est permis, tellement il a envie de faire quelque chose. Et donc il va tenter d'essayer de maintenir cette illusion de toute puissance en contrôlant les adultes. C'est-à-dire qu'en faisant ce qui est interdit, il va vous faire ressentir exactement ce que lui il ressent face à l'interdit, toute cette frustration, cette colère. Et face à de tels comportements, de nouveau, on peut être tenté d'en vouloir à l'enfant, inconsciemment parfois. On peut être tenté de réagir en répercutant cette agressivité sur eux. Et on entre alors dans ce qu'on peut appeler une lutte d'omnipotence, où chacun va essayer de forcer l'autre à agir selon son désir. Et de nouveau, je crois que c'est une réaction qui est entièrement naturelle d'essayer de maîtriser les enfants, et qu'il s'agit d'en prendre conscience. Il s'agit de se rendre compte que c'est un risque au sein de l'institution. Et seule la formation, de nouveau, et le suivi peut permettre cela. En France, par exemple, on avait, nous, une réunion d'analyse des pratiques hebdomadaire, parfois en présence d'une psychologue. Et ça, c'est très important. Ça permettait évidemment de parler de nos affects, de dire « avec celui-là, j'ai du mal, il est toujours en train de s'opposer ». Ou au contraire « à celui-là, je ne peux rien lui refuser, il ressemble trop à mon fils », etc. Et c'est très important de pouvoir prendre conscience de ces choses-là et d'avoir un espace pour pouvoir... On va avoir des problèmes. Je décline toute responsabilité. Il y a un autre élément qui peut favoriser ce genre de réaction, je crois, c'est les différenciations statutaires entre professionnels. Vous savez, en France, nous, on a les auxiliaires de puériculture d'un côté, puis les éducatrices de jeunes enfants de l'autre. En Tunisie, il y avait les maîtresses d'un côté, et puis les dames de service de l'autre. Et quand ces différenciations, elles sont extrêmement strictes, quand elles empêchent qu'on crée une sorte de sentiment de solidarité mutuelle, eh bien chacun est responsable de sa seule tâche, et donc on va se sentir seul d'une certaine manière avec les enfants. Et ça entraîne beaucoup de fatigue, mais ça entraîne aussi parfois le sentiment qu'on peut tout faire, que tout est permis, qu'il n'y a pas de règles. Et donc, dans ces conditions, je crois qu'on peut en arriver à en vouloir aux enfants dont on s'occupe. Et moi, j'ai vu des attitudes en Tunisie qui me semblaient extrêmement ambivalentes, avec des professionnels qui, pendant un moment, chouchoutaient l'enfant, lui faisaient des bisous, lui faisaient des câlins, et l'instant d'après, elle se montrait extrêmement violente. Elle faisait preuve d'une impatience excédée dès qu'il y avait un enfant qui mettait un peu de temps à manger, dès qu'il y avait un enfant qui ne faisait pas ce qu'on lui disait, etc. Et c'est là qu'on en arrive à un dernier facteur qui, je crois, est encore plus important que tout ce que j'ai dit. C'est le risque de faire passer ce genre de réaction individuelle au niveau d'un système, d'une organisation et de l'institution dans son ensemble. C'est le risque de mettre en place un mode de fonctionnement global qui va tenter de tout faire pour maîtriser les enfants, pour éviter aux adultes, évidemment, d'être confrontés à leur omnipotence, à leur agressivité, voire à leur tristesse. Et la discipline assez stricte dont je vous ai parlé en Tunisie, je crois qu'elle jouait précisément ce rôle. C'est-à-dire celui d'alléger le travail des adultes, mais aussi et surtout d'éviter la confrontation avec le monde intérieur des enfants, qui est nécessairement chaotique, qui est nécessairement inquiétant pour les adultes. Et quand on fait ça, eh bien on va en fait empêcher les bébés d'être des bébés. On va leur demander d'être de petits adultes, obéissants, des petits robots d'une certaine manière. On va leur demander d'être des enfants parfaits, jamais angoissés, ce qui est évidemment impossible pour eux. Et donc si on revient à cette question de départ, la question culturelle, je crois qu'on peut dire qu'elle ne marche pas vraiment. La qualité ne dépend pas vraiment de la culture. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui peut être universel. Néanmoins, elle dépend de ce qu'on peut appeler les cultures de l'accueil du jeune enfant. C'est-à-dire la profondeur historique de l'institution, la manière dont on lui a donné les moyens de fonctionner et dont on a défini ses fonctions au sein de la société. Et puis évidemment, les moyens qu'on lui donne à l'heure actuelle, en termes de formation, de suivi des professionnels, en termes de conditions de travail, etc. Et à ce stade, je suppose que vous vous demandez, mais pourquoi je vous raconte tout ça ? En quoi ça vous concerne ? Vous avez une formation qui a l'air absolument excellente, vous bénéficiez de conditions de travail qui sont, pour le moment, assez convenables. Et bien justement, c'est là que je crois qu'il faut être très vigilant. Car nous vivons dans des sociétés où ces gages de qualité, justement, pour l'accueil de l'enfant, ils tendent à disparaître. Et où on insiste de plus en plus sur, je crois, des objectifs qui sont secondaires, des fausses priorités. Et c'est pour ça que je voudrais revenir à cette question
du référentiel dont je vous ai parlé au départ. Alors, qu'est-ce qui disparaît exactement aujourd'hui? Eh bien, après les recherches de René Spitz, l'accueil des enfants, il a beaucoup changé en Europe. Vous avez certainement connu des exemples illustres, comme ceux d'Emmy Pickler en Hongrie, à la pouponnière de l'Oxy à Budapest, qui a mis en place des méthodes révolutionnaires et toute une réflexion qui s'est engagée en Europe à partir de ce moment-là. En France, c'est notamment Myriam David qui a importé d'une certaine manière ces idées. Et cette réflexion, elle a permis de montrer que dans les institutions comme les crèches, la maltraitance est en quelque sorte un risque indépassable. Elle ne résulte pas nécessairement de mauvais traitements qui seraient involontaires ou involontaires, mais simplement de l'inaction des adultes. C'est-à-dire que les bébés sont tellement vulnérables qu'avec eux, ne rien faire est déjà quelque chose de maltraitant. Et à partir du moment où les psychologues sont rentrés en crèche, d'une certaine manière, on a essayé dans les années 60 de prendre en compte cette réflexion, et ça a conduit, je crois, à une humanisation du soin. C'était plus seulement question de survie du nourrisson, d'hygiène et de sécurité, mais aussi de son bien-être psychique. Et la crèche, elle est devenue à ce moment-là un véritable lieu de socialisation, qu'elle est encore aujourd'hui, je crois. Néanmoins, les acquis de cette période tendent à se résorber. C'est lié à une intensification considérable des exigences de rentabilité qui pèsent sur les établissements, qu'ils soient publics, privés ou associatifs, et qui conduisent à faire baisser les taux d'encadrement, à imposer des cadences très élevées pour les adultes, à proposer beaucoup moins de place à la réflexion. Et cette dégradation des conditions de travail, elle entraîne à son tour les autorités publiques à amoindrir les exigences en termes de diplôme, du fait de la crise de recrutement. Et donc on a un nivellement par le bas des formations. En France, récemment, on a proposé un nouveau diplôme qui était inférieur au CAP. Alors chez nous, le CAP, c'est vraiment le diplôme le plus de qualification la plus basse, et là, ça correspondait à seulement 10 mois de formation. Évidemment, dans ces conditions, eh bien, ça crée des risques de maltraitance institutionnelle extrêmement élevés. Et ça, c'est ce qu'a montré Sylviane Jampineau en 2016 dans son premier rapport. Et puis, c'est ce qu'a réitéré un petit peu le fameux rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, sur les maltraitances et la qualité de l'accueil en 2022. Et donc, je crois qu'il y a un problème véritable de moyens alloués à la petite enfance, et en particulier aux crèches dans nos sociétés. Et ça, bien sûr, c'est lié à un contexte beaucoup plus général, et notamment celui que Michel van den Broek appelle l'avènement d'une société néolibérale. Alors c'est un concept qui fait un peu peur, le néolibéralisme. C'est un concept qui fait un peu peur, le néolibéralisme, mais il décrit simplement cette tendance à l'affaiblissement de toutes les institutions qui assuraient les fondamentaux du lien social et du soin dans nos sociétés. Et puis une tendance aussi à reporter systématiquement la responsabilité des problèmes sociaux, comme la délinquance, l'échec scolaire, etc., sur les individus eux-mêmes, sur les familles, qui sont évidemment fragilisées par ce mode de vie contemporain. En parallèle, se diffuse un mode de socialisation qui me semble extrêmement normé et normatif, qui est fondé sur la compétition scolaire, sur les compétences cognitives des enfants, sur les diagnostics d'anormalité qui aujourd'hui se multiplient dans la société. Pensez au nombre d'enfants auxquels on attribue ce fameux TDAH, les troubles du spectre autistique, les troubles des conduites, les troubles de l'opposition. Et finalement, on peut se demander si on n'en revient pas d'une certaine manière à cette espèce de rejet de l'enfant qui caractérisait le XIXe siècle. Alors même, et c'est là tout le paradoxe, qu'on proclame toujours plus haut la nécessité de respecter les droits de l'enfant et de mettre au centre leur intérêt. Et c'est justement dans ce contexte qu'a émergé depuis une trentaine d'années la question de la qualité de l'accueil. Eh bien, à mon sens, cette question, elle est assez trompeuse. Elle est assez trompeuse parce qu'elle va conduire à mettre au centre de la réflexion des choses qui ne sont pas nécessairement les plus importantes, qui ne sont pas nécessairement centrales. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer que ce référentiel de qualité, c'est à la fois quelque chose d'absolument essentiel et en même temps de foncièrement inutile. C'est essentiel car on voit bien que des institutions, des centres de formation ont besoin d'un guide commun auquel se référer pour comparer leurs pratiques aux conclusions de la recherche scientifique ou simplement à la législation. Est-ce que ce serait applicable tel quel en Tunisie ? Eh bien oui, je pense, sans aucun doute. D'ailleurs, il n'y en a pas aujourd'hui et il y aurait bien besoin de quelque chose comme ça. Mais en même temps, on peut se demander si c'était vraiment la seule chose à faire d'écrire ce référentiel. Vous savez, il est paru juste après
un rapport de l'IGAS sur la qualité et les risques de maltraitance. Et ce rapport, il avait été commandé après le meurtre d'une petite fille par une accueillante dans une crèche à Lyon. Eh bien, les auteurs du rapport, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont alerté les pouvoirs publics sur ces risques de maltraitance et sur leur recrudescence aujourd'hui. Et après avoir constaté qu'il n'y avait tout simplement aucune réaction des pouvoirs publics et qu'on continuait exactement comme avant, eh bien, ils ont écrit ce référentiel. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'il suffisait simplement de rappeler aux professionnels ce qu'elles doivent faire avec des enfants? Est-ce que vous pensez que les professionnels, vous-même, est-ce que vous ne savez pas quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que vous n'aimeriez pas vous-même les appliquer si vous aviez les moyens de le faire? Et c'est pour ça qu'un référentiel, je crois, est en même temps foncièrement inutile, voire même dangereux. Parce qu'il ne donne jamais les moyens d'appliquer ce qu'on considère comme les bonnes pratiques. Et donc, en l'absence d'un investissement public dans la formation des professionnels, dans leur suivi, en l'absence d'une législation qui va forcer les établissements à respecter les normes de qualité, notamment en termes de taux d'encadrement, eh bien, on va tout simplement avoir le risque que ce genre de référentiel reste lettre morte dans la société. Et si je vous dis que c'est dangereux, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en faisant ça, d'une certaine manière, ça conduit de nouveau à rejeter la responsabilité sur vous seul, alors qu'en fait, elle est partagée par un certain nombre d'acteurs dans la société, notamment les financeurs et les législateurs. En outre, je crois qu'un référentiel de qualité, ça peut être plus ou moins intéressant. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont montré que, étant donné que ça a tendance à rigidifier les pratiques, à dire celles qui sont bonnes ou mauvaises, eh bien, ça peut évidemment avoir tendance à décourager les initiatives personnelles, à instiller chez vous le sentiment que vous devriez vous laisser dicter votre façon de faire avec les enfants. Et en plus, comme évidemment dans ce cas-là, on va vulgariser la recherche scientifique, eh bien, ça court le risque de vous faire présenter, disons, des savoirs qui sont partiels, qui sont partiaux, qui sont temporaires, comme des vérités indépassables, qu'il s'agirait d'appliquer à la lettre. Et ça, je crois que c'est très dangereux. Parce que le but, c'est plutôt d'inciter, je crois, tous les gens qui travaillent avec la petite enfance à la réflexion, à voir par eux-mêmes ce qui se passe réellement dans une crèche ou dans d'autres institutions et le bien fondé de leurs pratiques. Et c'est comme ça, je crois, qu'on peut expliquer cette espèce de scandale qu'il y a eu en France après l'apparition du référentiel. C'est en fait l'opposition de deux écoles, dont une devient hégémonique aujourd'hui et l'autre tend à être marginalisée. J'y reviendrai, si vous voulez, dans les questions, mais je voudrais d'abord conclure. Au fond, cette comparaison entre la France et la Tunisie, je crois que ce qu'elle permet de montrer, c'est que la maltraitance, enfin la qualité de l'accueil, elle doit être pensée d'abord à travers son corollaire. Et ce corollaire, c'est la maltraitance. C'est la place de la crèche dans la société. C'est bien parce que les enfants sont des êtres si vulnérables qu'il est nécessaire de penser la qualité de l'accueil. Et donc toutes les réflexions, finalement, sur le développement cognitif des enfants, toutes ces réflexions sur les normes de sécurité et d'hygiène, eh bien, je crois qu'elles ne font que masquer un fait absolument fondamental. Et ce fait, c'est que les enfants, les bébés, sont des êtres absolument vulnérables et que le chemin qui les amène à devenir des sujets sociaux, il est extrêmement éprouvant. Il est éprouvant pour eux, mais également pour les adultes qui s'occupent d'eux. Et de ce fait, la réflexion sur la qualité, elle peut prendre deux chemins. Soit une rigidification des pratiques, une quantification, une normalisation, qui va mener à favoriser les apparences d'un système efficace, et qui va mettre l'accent sur, je crois, de fausses priorités, comme ces compétences de l'enfant qu'on prend comme un petit élève compétent déjà. Soit elle va aller vers une réelle réflexion sur ce que c'est que l'accueil de la petite enfance et sur, vraisemblablement, la place de la petite enfance dans nos sociétés. Et cette réflexion, eh bien, elle doit nécessairement passer par une réflexion non seulement sur les risques de maltraitance, sur la vulnérabilité des enfants, mais aussi par une réflexion sur la vulnérabilité des adultes qui s'occupent des enfants, c'est-à-dire sur vous. Et donc, je vous remercie de votre attention. Le micro pour une dizaine de minutes de questions.
par les étudiants à l'avance. Quelle est la vision des parents de cette réalité? Est-ce que vous avez pu interroger les parents tunisiens et français dans le cadre de votre étude? Bien sûr. Alors j'ai beaucoup parlé avec eux, parce que je me demandais en fait s'ils savaient ce qui se passait dans la crèche. Et la réponse est assez mitigée. C'est-à-dire que d'une part, ils sont très demandeurs de cette discipline. La plupart, ils m'ont dit, moi j'ai mis mon enfant au jardin d'enfants pour qu'il apprenne la discipline. Alors en général, c'était ceux qui avaient mis des enfants à 2 ans. Avant ça, bon, c'était plutôt considéré comme voilà, vraiment la crèche où on s'occupait des bébés. Mais je crois que c'est assez ambigu, c'est-à-dire, je crois qu'ils sont conscients d'une certaine part de ces maltraitances et qu'eux-mêmes ne feraient pas du tout la même chose, mais qu'en même temps, à partir du moment où on met son enfant dans une institution, on sait que ça arrive. Et au fond, eh bien, c'est pas nécessairement ce qui les dérange le plus, parce qu'eux aussi, ils savent qu'eux, ils font quelque chose de très différent à la maison. Et donc, bien sûr, là, je vous ai présenté les cas, disons, les faits qui étaient les plus choquants, les plus frappants. Mais bien sûr, au quotidien, il y avait beaucoup de moments où c'était pas du tout violent, il n'y avait pas toujours ces maltraitances. Donc, il y avait beaucoup d'enfants qui échappaient un petit peu parce qu'ils étaient déjà conditionnés d'une certaine manière à obéir, à faire ce qu'on leur demandait. Donc, qui échappaient à la sanction, à la punition. Voilà. Mais donc, il y a ce discours un petit peu de la discipline chez les parents tunisiens, chez beaucoup d'entre eux, même si chez eux, ils font pas du tout ça. Hein. Il n'y a pas du tout à la maison ce genre de pratique nécessairement, ce genre d'ordre disciplinaire, du moins pour les bébés. Hein. Voilà. Merci. Bonjour. Pardon. Merci pour votre intervention. Si je comprends bien, un référentiel est un outil à la fois nécessaire mais non suffisant pour atteindre la qualité de l'accueil. Par quoi faut-il compléter le référentiel pour tendre à un idéal? C'est-à-dire que les professionnels n'ont pas tellement pris sur le terrain, malheureusement, sur les politiques publiques, et les options sont limitées. C'est-à-dire que vous vous demandez, non pas de la part des politiques publiques, mais chez les professionnels eux-mêmes, c'est ça? Voilà, exactement. Ben, tout simplement par un temps de réflexion. Un temps de réflexion le plus courant possible, je crois. La formation continue, c'est important, mais encore plus important, je crois, c'est de laisser de l'espace au sein de l'institution pour parler de ce qui va pas. Et ça concerne à la fois nos relations avec les enfants, évidemment, nos ressentis, mais je crois aussi nos relations avec la hiérarchie. Une grande part de notre capacité à faire un accueil de qualité, ça dépend aussi de la manière dont nous, on est traités par notre hiérarchie. Vous voyez, je me suis tellement intégré à la crèche que je dis nous maintenant, alors que... J'ai pas de diplôme, je suis même pas éducateur, vraiment... Mais voilà, je crois que quand on est bien traité, quand on est écouté, etc., on va faire quelque chose de très différent sur le terrain. J'ai répondu à votre question. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Ça rejoint un petit peu la question qui vient d'être posée. Je suis là, désolée. Pardon, j'ai pas mes lunettes alors. Non, mais pas de souci. Vous parlez donc de référentiel de qualité qui fait sens, je pense. Maintenant, est-ce que dans vos recherches, dans vos différentes recherches, vous avez pu observer des sociétés qui ont été accompagnées par les instances politiques pour justement faire un référentiel de compétences et de qualité tout en ayant les moyens pour y parvenir? Parce que voilà, actuellement les enjeux du canton de Vaud font qu'on a un peu l'impression d'être un peu abandonné, je dirais. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut inclure les politiques pour qui nous donnent les moyens pour y parvenir? Alors, c'est une question difficile. Des sociétés qui ont été accompagnées pour faire ce genre de choses, il y en a beaucoup à l'heure actuelle. En fait, des organisations internationales, elles font beaucoup ça. C'est-à-dire qu'elles créent des référentiels en permanence d'ailleurs. Et puis justement, alors en Tunisie, à l'heure actuelle, elles font plutôt ça pour l'éducation préscolaire. Donc justement, ces jardins d'enfants, mais à partir de 3-4 ans. C'est là que se concentrent les efforts. Et la crèche sûrement viendra plus tard. Mais il y a beaucoup de pays où effectivement on accompagne les institutions. Mais les organisations internationales apportent de l'argent, évidemment. Mais je crois que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de créer justement cette culture de l'accueil du jeune enfant dans un pays. Et donc,
ça prend du temps et beaucoup d'argent, et donc évidemment, c'est pas quelque chose qui se met en place très rapidement. Après, vous disiez que vous vous sentiez abandonné dans le canton de Vaud. Je pense que voilà, en Tunisie, là, c'est un autre niveau d'abandon. Et en fait, ça leur arrive même pas, ça leur vient pas forcément à l'esprit qu'il faudrait absolument développer ça, parce qu'il y a d'autres priorités qui sont tellement plus grandes, notamment justement l'éducation préscolaire, hein, qui était jusqu'à une dizaine d'années, c'était pas vraiment pris en compte par le secteur public. Hein. Donc les jardins d'enfants commencent tout juste en Tunisie à s'officialiser. Ils font d'ailleurs un petit peu la chasse aux institutions qui sont informelles, ils appellent ça les institutions chaotiques. Et donc, voilà, ça dépend évidemment de l'échelle des priorités. Alors après, comment faire pour que les politiques s'intéressent à la question? Évidemment, les politiques, ils sont toujours intéressés par le rendement à court terme pour eux, c'est-à-dire ce qui va leur apporter des voix, et donc c'est la création de places. Évidemment, la qualité, ça passe un peu à la trappe. Hein. Donc voilà, je crois que la responsabilité des professionnels, c'est de se mobiliser pour justement essayer de forcer les politiques à agir. Bonjour. Je trouvais ça vraiment hyper intéressant, l'impact culturel du coup sur la qualité. Je voulais savoir du coup, malgré tout le contexte qu'il y a en Tunisie, est-ce que, vu que nous on a eu un regard de notre perspective de la qualité sur leur accueil, est-ce que leur accueil répond à leurs critères de qualité par rapport à leur culture? Mais justement, la question c'est est-ce qu'il y en a? Vous voyez, moi c'est une hypothèse, alors j'ai passé 5 ans à réfléchir là-dessus. En plus, les anthropologues n'aiment pas du tout quand on leur dit dans un autre pays c'est moins bien qu'ici, parce que bon, c'était un peu ce que j'étais obligé de dire, hein. Je ne pouvais pas passer sous silence la violence, la maltraitance, mais en général en anthropologie, on a plutôt tendance à dire, vous savez, à essayer de réhabiliter les pratiques que les autres y font. Hein, parce qu'on a un peu cette mauvaise conscience coloniale. Mais disons, est-ce qu'il y a vraiment des critères de qualité qui sont conscients, qui sont écrits, qui sont pensés là-bas? C'est pas tout à fait... Il y a des façons de raisonner qui sont communes, hein, cette idée de discipline qui revenait souvent, mais je crois que ça cache un petit peu ça. Les discours cachent souvent la réalité des faits, ce qui est éprouvé par les gens, ce qui est fait dans les pratiques, etc. Et du coup, est-ce que ça correspond à leurs critères de qualité? Eh bien, si vous entendez ce qu'on vous dit en général dans la rue, ou même la plupart des directrices, elles vont vous dire ce qui est important avec les bébés, c'est l'hygiène, la sécurité. Et puis récemment, comme on entend beaucoup des discours de l'étranger, en Tunisie particulièrement, c'est le modèle français qui est un petit peu hégémonique, quoique le modèle anglo-saxon commence à arriver, eh bien on vous dit la bienveillance aussi. Mais ça, la bienveillance, dans les faits, elle n'a pas nécessairement, disons qu'il n'y a pas nécessairement des pratiques qui sont communes et dont tous les professionnels pourraient se revendiquer pour déterminer ce que c'est. Donc pour l'instant, c'est un mot qui est un peu... Certaines l'appliquent sans le savoir, certaines l'appliquent en le sachant, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est nécessairement réfléchi. Et ça, je crois que ça va commencer à venir. Alors, il y a beaucoup de... Par exemple, en Tunisie, il y avait en particulier ces programmes de parentalité positive qui arrivent. Vous savez, c'est des programmes clés en main qui sont un petit peu parfois imposés par les organisations internationales avec beaucoup d'argent et qui vont en gros pousser les parents à essayer d'être moins violents dans leur éducation avec les enfants. Et ça a des conséquences parce que petit à petit, avec toujours une certaine violence, hein, parce qu'on va imposer aux gens des normes. Vous savez, la plupart des Tunisiens, ils étaient très choqués quand je leur disais qu'en France, on avait interdit la fessée. C'est rare, là, c'était vraiment très... Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'ils donnent tous des fessées tout le temps. Mais quand on leur dit, et d'ailleurs je pense que dans certaines régions de France, si on va voir les gens et qu'on leur dit c'est interdit de donner des fessées, ils ne le savent pas forcément et ils vont être aussi peut-être un petit peu outrés. Et donc, c'est toujours très ambigu de savoir ce que c'est les critères de qualité dans un pays. Et de la même manière, je crois qu'on peut vous donner beaucoup de référentiels avec des façons de faire, mais d'une certaine manière, chacun a un peu une idée de ce que c'est la qualité. On a dit beaucoup hier que c'était quelque chose de subjectif. Et je crois que le seul truc qui doit être commun, la seule chose qui doit être vraiment prise en compte, c'est le risque de maltraitance. Et c'est pour ça que je vous ai dit, la qualité, elle existe. Je crois qu'il y a quelque chose d'universel, c'est le risque de maltraitance envers les enfants et la manière dont il est plus ou moins réfléchi et pris en compte. Je crois que c'est le seul jugement qu'on peut faire, malgré la diversité des cultures, malgré la diversité des mœurs, des manières de penser l'enfant. C'est bon? Merci pour votre conférence, c'était super intéressant. Moi, je pense que la qualité... J'ai travaillé en France et j'ai travaillé en Suisse.
Au début, quand j'ai commencé en France, on était aussi sur de la qualité, on était plus nombreuses auprès des enfants qu'on avait en charge. Et puis plus le temps passait, plus on baissait les effectifs de personnes diplômées. Moi, je me retrouvais à être la seule diplômée pour mon groupe d'encadrement. Et puis en fait, on surbookait. Comme dans les avions, on se disait il y aura des enfants absents, puis il y avait un surbooking, on passait en sureffectif. Il y a la marchandisation de l'enfant. Et puis, est-ce que moi, quand j'ai commencé en Suisse, c'était hyper confortable. J'ai adoré travailler ici. Et j'ai l'impression qu'on tend des fois à venir à ce système un peu comme en France, où l'enfant, en fait, c'est de la thune. Et on baisse la qualité d'accueil. Donc si on ne prend pas soin des enfants et si on ne prend pas soin des professionnels et qu'on ne forme pas, on ne peut pas être dans de la qualité. Moi, c'est mon avis, c'est personnel. Je suis d'accord avec vous. Et je crois que c'est un mouvement international. Hein. Ça dépasse largement la France et la Tunisie. Et on peut craindre, d'une certaine manière, que des pays comme la Tunisie, elles sautent un petit peu l'étape de l'humanisation du soin pour en arriver directement à ce genre de méthode. D'ailleurs, il y a quelques années, les jardins d'enfants étaient publics, alors qu'aujourd'hui, ils sont tous privés. Et donc, voilà, c'est aller très rapidement du côté de la privatisation, c'est aller très rapidement du côté évidemment, des programmes avec des référentiels clés en main, des choses à appliquer telles quelles, etc. Voilà. Encore 2 questions. Hein. Voilà. Je peux prendre la parole? Je suis là, plutôt. On parle beaucoup du politique, et je trouve qu'on met beaucoup de responsabilités dessus, ce qui est juste, et en particulier en Suisse. Et en Suisse, on a la chance, vraiment, d'avoir une démocratie directe, et je vous encourage, mesdames et messieurs, à participer à ces mouvements politiques, puisque c'est eux qui prennent la décision. Donc n'hésitez pas à en faire. Proposez-vous pour les conseils communaux, proposez-vous pour les conseils municipaux, et réfléchissez et mettez en place les choses, puisque les décisions se prennent ici. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre conférence qui était très intéressante. Je suis là. Bonjour. Ah. Très intéressante et enrichissante. Moi, j'ai une question, mais d'un autre angle, parce que vous disiez justement que la faute de moyens donnés par les États amenait justement cette pénurie de professionnels, et on le voit beaucoup sur le terrain actuellement. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que nous, on pourrait faire aussi pour redonner envie aux gens de se former dans ce métier, malgré, on le sait, ces moyens qui ne sont pas idéaux à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des pistes par rapport à la thèse que vous avez réalisée ou pas? Alors nous, vous savez, quand on fait de la recherche fondamentale, la réalité... Franchement, des pistes pour... déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, je crois que c'est très important. Alors évidemment, je pense que parmi vous, il y a beaucoup de professionnels et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nécessairement du dehors. Mais il y a une partie qui est faite quand même pour essayer de sensibiliser les parents. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le rapport que vous avez avec eux. La manière dont vous leur parlez de ce que vous faites. Et vous savez, ça m'a fait beaucoup rire au début quand je suis arrivé à la crèche, les transmissions, vous savez, quand on parle de ce qui s'est passé la journée. C'est un peu marrant parce que de temps en temps, ça prend la forme d'une sorte de rituel où la personne est là, et alors aujourd'hui, il a fait caca mou, et puis après il a mangé là, et il a joué un puzzle, et puis le parent fait ouais, ok, hop, il met les chaussures, et ça. Alors évidemment, c'est très difficile, mais parfois aussi on a des parents qui viennent poser des questions. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très très important. C'est d'éviter d'avoir cette posture du « je sais ». Je sais ce qui est bon pour l'enfant parce que moi je suis professionnel, moi j'ai fait des études, etc. Et dans la manière de transmettre vos idées, la manière dont vous prenez soin de l'enfant dans la journée et d'échanger sur les... Il y a quelque chose de très important dans le respect de ce que les gens vous proposent, même s'ils ont des idées qui souvent qui me paraissent à moi aussi erronées, mauvaises, etc. Quand il y a un papa qui vous dit « non, mais moi... quand il pleure, je le mets dans la chambre, je ferme la porte, et puis, ou alors quand je veux faire à manger, je le mets devant la télé.
si vous êtes parent, vous savez aussi que c'est quelque chose qui est, c'est extrêmement difficile de faire. Et donc, je pense qu'il faut même de ce que les gens pensent pour essayer de les faire réfléchir plutôt que de leur transmettre des impératifs. Et moi, c'est un petit peu ce que je reproche à ce genre de référentiel dont je vous ai parlé, c'est que ça vous transmet des impératifs, ça vous dit c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, le gouvernement fait exactement la même chose que on peut craindre que les professionnels font avec les parents. Et ça, disons pour justement transmettre l'intérêt qu'il y a à travailler avec des enfants, la complexité des choses, c'est très important dans le rapport qu'on a avec les gens et la manière dont on en parle, la manière dont on accueille un petit peu ce qu'eux y pensent, la manière dont eux y réfléchissent et la manière dont eux y font à la maison. Alors ça va pas forcer beaucoup de parents à faire des études pour le faire devenir professionnel. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est simplement d'essayer de rehausser un peu la fonction professionnelle, de donner des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Et je crois que les aides, elles font quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles proposent des formations continues, ce qui permet à des gens comme vous, qui sont souvent déjà diplômés de quelque chose, d'aller se spécialiser. Et ça, par exemple, il n'y a pas beaucoup de ça en France. Généralement, les éducatrices de jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture, elles sortent de leur scolarité et tout de suite, elles vont faire ces études-là. Et donc, elles arrivent avec parfois une maturité qui est beaucoup moindre, elles n'ont pas forcément l'expérience du métier, etc. Ça change beaucoup de choses. Bon, j'ai pas répondu à votre question. Merci, bravo encore.